Et bonjour YouTube, bonjour mes lecteurs, bonjour mes wargamers, ici la meilleure des marmottes et aujourd'hui je vais vous parler de la chute de Cadia. Et non pas de la chute de Cadia tome 1, ni deuxième partie, mais la chute de Cadia, les deux parties. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour faire parler plus des livres de la Black Library. Bref, on est sur deux tomes de la saga de l'Astra Militarum, donc centré autour de la garde impériale. Chaque tome coûte 15 balles. On est sur 420 pages pour le premier tome et 388 pour le second. C'est écrit par Robert Ross, qui écrit pour la Black Library depuis 2020, qui habite à Hong Kong, qui est d'origine hawaïenne, qui écrit notamment déjà Assassinorum Faiseur de Roi ou encore L'Infini et le Divin sur les Nécrons. Donc remettons dans le contexte de quoi ça parle. Ça parle de la chute de Cadia, donc les événements aux prémices du retour de Guilliman et tout ce qu'on a eu ensuite avec cette grande cicatrice au milieu de l'Imperium qui le divise en deux. En gros, et pour faire un petit peu plus précis au niveau du lore, c'est la 13e croisade noire d'Abaddon. Abaddon ayant repris les Vengeful Spirit et la serre d'Horus suite à la mort de ce dernier, il va directement dans l'aile de la terreur, puis il revient de temps en temps pour faire ce qu'on appelle les croisades noires avec des buts qu'on ne comprend pas exactement jusqu'à cette 13e croisade noire. Pour faire, il revient durant cette 3e croisade noire avec une forteresse noire, que vous pouvez retrouver car on en parle dans l'excellente, mais que vous avez forcément déjà écouté, vidéo d'Indomitus 40K sur la guerre céleste entre les Nécrontyres et les anciens. Mais vous avez également pu voir ces forteresses noires dans l'également excellent Battlefleet Armada 2 ou Battlefleet Gothic Armada 2, j'ai un petit doute sur le titre, ou du coup c'est dans une des premières missions, voire la première mission tuto, j'ai un petit doute également, ou si vous avez lu des traités sur la guerre gothique, également ils en parlent. En gros c'est des vaisseaux gigantesques, plus grands que tous les vaisseaux impériaux, on en retrouve 6 dans l'histoire, commencez pas à attaquer, on en retrouve 6 dans l'histoire, les autres on met de côté, c'est vraiment trop à part. 3 sont détruites, 3 sont récupérées par Abaddon. Sur les 3, une est détruite. Il file l'autre au Red Corsair. Il en reste une qui va mener cet assaut sur la porte cadienne et sur le terrain, la planète de Cadia. Et c'est justement cette attaque, cette 13e croisade noire et cette attaque finale qui, du coup, dans le lore, amène certaines choses au niveau de l'histoire de Warhammer 40 000, au niveau de l'Empire, au niveau de tout ce qui se passe ensuite, dont on va parler dans ces deux romans. Le point de vue principal reste donc, comme c'est un roman de l'Astra Militarum, vous en doutez, du point de vue des gardes impériaux. On va avoir très peu de points de vue des sœurs de bataille, très peu de points de vue des Space Marines, les Primaris n'existent pas encore. Donc principalement, on a un point de vue humain sur une bataille finalement qui les dépasse un petit peu, qui est d'une taille incroyable. Je vais donc dans cette vidéo également être dans une partie sans spoil qui va être là à un moment donné. À un moment par contre je ferai une partie spoil parce qu'il y a certaines choses dont j'ai envie de vous parler dans ce diptyque que je parlerai après spoil justement pour ne pas vous divulgacher la lecture si jamais vous vous dites pourquoi pas. Et donc au niveau des thématiques, ça a du coup principalement des thématiques humaines mais à tous les grades. C'est-à-dire qu'on va avoir le point de vue de Usurkar Creed qui est le seigneur Castellan qui dirige tout ça. Voir le point de vue d'une personne un peu en dessous de lui, voilà, voir le point de vue tout simplement du soldat de base qui se croit béni, qui pense avoir un rôle à jouer dans la guerre, voir le point de vue du coup d'un colonel ou d'une colonelle qui du coup prend position parce que son prédécesseur est mort et qui doit gérer des choses qui n'est pas du tout fait pour. On a le point de vue d'humain classique, plus des points de vue traite qui est pas trop sûr, qui va être peut-être du coup cultiste du chaos et qui en est très heureux, voir le point de vue de la pègre locale, etc. etc. Donc c'est-à-dire en fait on va voir tout le prisme de l'humanité dans une guerre, tous les côtés, du côté du bien ou du mal, du côté du plus grand seigneur comme du coup du plus petit malandrin de bas étage. Et ça c'est quelque chose de très intéressant parce que souvent les romans ne se permettent pas, parlent souvent d'actes épiques, d'actes incroyables, mais non pas d'humains. Et là du coup c'est vraiment centré sur l'humain et l'humain vous et moi. Et honnêtement vu ce qui se passe dans l'histoire, moi, j'avoue que moi, je reste planqué dans ma cave en mode « ça y est, ma vie, c'est de la merde et c'est foutu ». Heureusement, c'est des personnages du héros et c'est pas le cas. Et très vite, on a toute une galerie de personnages attachants. Que ce soit Usurkar, que ce soit du coup la colonelle qui, sergent, lieutenant de colonel qui doit absolument défendre ce truc alors qu'elle n'était pas du tout faite pour ça, que ce soit cette pilote d'avion, du coup il n'y a qu'un pilote qui du coup est ultra frustré parce qu'elle n'est pas reconnue en tant que pilote parce que du coup elle fait que de l'exploration, de prendre des photos etc. Du coup il dit ah, t'es pas une pilote, t'as pas d'armes, t'as que des armes de défense, MDR, tu combats pas vraiment alors que c'est quand même bolossé par les métadrake comme tout le monde. Bref, il y a tous les points de vue, que ce soit pilote, que ce soit tankiste, que ce soit Karskind,
etc. Et ça, c'est ultra intéressant parce que du coup, ça permet de voir comment la guerre est vécue à tous les étages, comment du seigneur Castellan qui finalement bouge des pions sur une carte, on vit la guerre, et comment sur le terrain on la vit. Et ça, c'est très bien amené, et c'est quelque chose de très intéressant. C'est d'ailleurs le cœur de ces deux tomes. C'est vraiment comment les protagonistes avancent, comment, ou alors ils n'avancent pas, comment ils ont peur, comment ils font comme au-dessus de leur peur, ou comment ils craquent, comment vit l'humain moyen malgré venir de Cadia, malgré être surentraîné, etc., etc. Comment on avance dans une bataille aussi folle. Les dialogues sont vraiment ok, les dialogues sont vraiment bons, les descriptions sont sympas, encore une fois, les scènes de bataille, on n'est pas au niveau de Danadbet, mais on visualise bien ce qui se passe, c'est très très cool. Vraiment, les trois thématiques principales que je trouve personnellement, que ce soit au niveau des descriptions, dialogue ou scènes d'action, sont bien retranscrites et on sent que l'auteur a du talent. Vous sentez depuis le début que je suis un petit peu sur ma réserve, hein. Du coup, je vous en parlerai dans la partie avec spoil, c'est sans rentrer trop dans les détails. Voilà, c'est pour le côté humain, c'est vraiment très très cool. Ce roman de l'Astra Militarum, c'est la première fois que j'ai des romans de l'Astra Militarum. J'avais lu forcément les Eisenhorn ou alors Danadbet en général, mais c'est quand même au niveau des scènes d'action extrêmement sympa. Mais Danadbet, il est jamais aussi bon que quand il n'a pas de cadre. C'est-à-dire que là, on est comme un cadre très précis, la chute de Cadia avec des éléments qui sont connus, des éléments qui sont dans le lore, et l'écrivain est obligé de rentrer dans ce cadre. Au moment où il commence à écrire la première ligne, il sait que la fin sera ça, que tel personnage il survivra, que tel personnage il mourra, comment va vivre tel homme ou pas se passer tel truc. Bref, il est déjà bloqué. Là où du coup Danadbet, dans ses meilleurs romans, il n'est pas bloqué. Donc c'est pour ça que je veux pas le comparer, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile quand tu dois rentrer dans un moule plutôt que quand tu peux créer un moule. Donc vraiment, les trois thématiques sont bien rendues, tout le point de vue humain est extrêmement bien rendu. Et si vous êtes fan de l'histoire moderne de Warhammer 40 000, quand je dis histoire moderne, c'est post-Hérésidorus, 10 000 ans après, sur comment sont passées les choses, etc., etc., etc. C'est vraiment très sympa. C'est un petit peu le point de vue du chaos avec le point de vue d'Abaddon. En plus, pour une fois, Abaddon, c'est pas une chaussette qui se fait bolosser. On a vraiment bien ce côté ultra puissance d'Abaddon quand il combat en mode PTDR et la serre de Russe, fait 10 000 ans qu'il combat. C'est le seigneur de guerre, c'est le chef, le champion du chaos universel. Il est extrêmement fort et du coup, un ennemi normal, il le défonce. Ça, c'est très bien rendu. On voit également aussi quelques scénettes avec du coup Abaddon et son conseil d'élus et du coup les problématiques qu'il voit lui aussi pour faire tenir ensemble des élus, les factions, des quêtes dieux du chaos qui pensent qu'à se rentrer dans l'art et amener tourner la couverture vers eux et pas du tout aller dans l'objectif. Ça, c'est cool également. Et on a le même point de vue du côté du seigneur Castellan qui est en mode wesh, bah du coup c'est moi qui suis censé gérer, mais les sœurs de bataille elles m'obéissent pas, les titans m'obéissent pas, les chevaliers m'obéissent pas, les Space Marines m'obéissent pas. Ok, je dois planifier la défense d'une planète et les seuls qui m'obéissent c'est les gardes impériales au sol. Trop bien. Donc tout ça c'est bien rendu. Les choix des deux côtés, les problématiques ont les différents protagonistes pour donner des ordres, se faire écouter, comment lance la guerre, tout ça c'est trop bien. Voilà. Ça c'est cool, si vraiment ça vous intéresse, et vous pouvez passer outre certains défauts d'écriture dont je vais parler dans la partie maintenant avec spoil, lisez-les, vous n'allez pas être déçus. Fin de la partie sans spoiler. Spoiler! Alors, le problème de ces livres ne sont pas sur 80% des pages. 80% des pages sont extrêmement cool, bien écrites. Puis, il y a de la merde, vraiment. Il y a des trucs qui m'ont gâché la lecture, qui m'ont vraiment dégoûté de ces deux livres. Un personnage, Necron, qui s'appelle Trazyn, que vous connaissez peut-être. C'est un Necron qui est là depuis tout le temps, il le dit, je suis là depuis 40 000 ans. Et il y a des Deus Ex Machina, finalement, Belisarius Cole dans l'univers récent. C'est vous avez un problème? Ouais, j'ai des primaris, vous avez ça? Ouais, je l'ai inventé, ouais, ça, ouais, je vais le faire. Ouais, du coup, de l'intelligence artificielle, c'est pas, ouais, mais je peux le faire. Les pions de Necron, ouais. Et là, du coup, t'as Trazyn l'infini, qui est, c'est ridicule en fait. Genre, il l'a depuis le début, il peut se téléporter comme il veut dans son vaisseau que personne ne peut voir. Il est dans une bulle intemporelle que lui donne son maître de chasse qui fait la taille d'une pièce de monnaie que personne ne peut voir nulle part. Il suffit qu'il claque des doigts, il paralyse absolument n'importe qui. Custodes, Baneblade, Abaddon, Belisarius Cole, Séraphine, Sainte Célestine. Une fois qu'il l'a paralysé, il la met dans un petit labyrinthe Tesseract et hop, il se téléporte avec, bat les couilles, et quel que soit le personnage, voilà, on s'en fout. Il arrive et tout, ouais, machin, les pions Necron, ça se met comme ça et tout, pour protéger de Cadia et tout, pour la terreur, bim bam boum, c'est fait comme ça. Genre à la fin, t'as une scène ridicule où hop, il se téléporte derrière Belisarius Cole, il dit oh, je vais te capturer. Oh non, tu vas m'amener les primaires plus tard, je ne te capturerai pas de suite, je te capturerai plus tard. C'est ridicule.
Le personnage est complètement pété. Dans la bataille finale, il est en mode oh, j'ai des labyrinthes Tesseract, tenez, je vous envoie des Custodex. Oh, l'Inquisiteur Greyfax et C300 Tempestution, oh, je vous les balance. Oh, ça, j'ai balancé. En fait, c'est ultra ridicule. C'est un petit peu comme, je sais pas, dans le combat final entre Empereur et Horus, il serait arrivé en mode ouais, Horus, bim, oh, je te téléporte, et salut l'Empereur, je le garde et tout, je le mettrai dans ma collection, il sera sous stase jusqu'à ce que j'en ai marre, puis plus tard, je le rebalancerai quelque part, ce sera cool. C'est ridicule. Le personnage, si on rappelle, c'est ok, c'est un Seigneur Nécron, ok, blablabla, il a une collection incroyable, il vaut 75 points dans le One Armor 40 000. Et là, il fait honnêtement des trucs où il claque des doigts, bim, Abaddon, géré, bim, Bad Blind, géré, bim, Saint Célestine, géré, bim, Belzerusco, géré, et hop, après, je les embarque avec moi, ils peuvent rien faire, ils sont sous stase ad vitam aeternam. C'est d'un ridicule total. En fait, c'est tellement ridicule que tu comprends pas pourquoi la bataille même lieu, si elle faisait chier, bah, se téléportait dans la forteresse noire d'Abaddon, ah, Abaddon, je te récupère, allez, salut, à plus, fin de l'histoire. C'est ridicule. C'est même plus du Deus Ex Machina. En fait, c'est du Deus Ex Machina pour dire le Nécron arrive et là, mais ça sert à rien. Genre, pourquoi? Mais genre, ça a aucun projet. C'est de la merde. Et on en parle du plan d'Abaddon. Le plan d'Abaddon est de briser le moral des troupes cadiennes. C'est pour ça qu'il y a une invasion. Alors qu'à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il balance sa forteresse noire dans Cadia. Oh, Cadia explose. Oh, le littéraire, c'est bon. Mais PTDR. Genre, pourquoi tu te fais chier à perdre des dizaines de milliers de soldats, faire un assaut de plusieurs semaines qui donne le temps aux phalanx, à Sainte-Célestine d'arriver en renfort, alors que Day One, tu pouvais balancer ta forteresse noire dans le Cadia et bim bam boum. C'est ridicule. C'est ridicule. En fait, tout le côté... en fait, ce serait en dehors du lore de la porte de Cadia, avec une résistance qui ne réussit pas, etc., contre une autre faction ailleurs, avec un seigneur de guerre, Space Marine au fort et tout, etc., ce serait trop cool, mais là, il te rajoute... Soit on va mettre Sainte-Célestine parce qu'il faut qu'il y ait Sainte-Célestine, il faut un peu de lore, on va mettre Trazyn qui est hyper LPT parce que voilà, et puis Cole, on va le finir là parce que, parce que c'est bien, on va mettre des persos importants de partout. C'est ridicule et ça gâche complètement, vraiment, t'as même pas 20% des pages, c'est 10% des pages. Ça nique le diptyque, je suis désolé. En fait, tout le côté, tout hype et tout, etc. Là, ouais, machin, il se passe ça, est-ce qu'ils vont tenir, pas tenir? Tu sais qu'ils vont pas tenir, ça s'appelle la chute de la porte de Cadia. Ça s'appelle la chute de Cadia. Mais tu demandes comment ça se passait, puis t'as Trazyn, et puis la fin en mode, bon, balance la forteresse noire, et puis c'est réglé. Please. C'est genre du niveau de nanar, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est un enfant qui aurait écrit Le Seigneur des Anneaux. Et puis là, à la fin, alors du coup, dans la bataille de Minas Tirith, et ben à un moment donné, quand du coup les fantômes et puis Aragorn et tout Gimli se battent contre l'armée de Sauron, et ben t'as des dragons qui sortent du mont du destin et qui viennent tout brûler. Voilà. Et du coup, ils ont gagné Sauron. Mais pourquoi? Genre, il n'y a aucune logique. Et encore une fois, il n'y a aucune logique. Oui, Trazyn vient se détendre. Pareil, t'as des arlequins dedans, mais pourquoi? En fait, voilà. C'est un truc qui doit être sur l'Astra Militarum, mais en fait, ça donne l'impression que c'est un événement trop important dans le lore. Donc, ce qu'on doit faire, c'est faire venir un maximum de personnages. De toutes les factions. Au secours, quoi. En fait, soit tu le fais réellement et tu décides que Trazyn est un personnage pété qui fait des trucs de dingue, et c'est pas ton random lord à 75 points dans Warhammer 40k, mais tu le mets 2 fois le roi silencieux, il a un pouvoir complètement pété, il est pas jouable, et tu dis ok. Toi, tu fais pas ça, quoi. Enfin, genre, tu rajoutes pas des persos inutiles. Et moi, honnêtement, ça m'a littéralement gâché tout le plaisir. J'ai fini le bouquin, j'étais en mode. Et je vais pas m'arrêter plus que ça. 80% du bouquin est bien, mais 20% gâche littéralement tout et ont gâché tout mon plaisir. Et c'est rare, vraiment très tolérant vis-à-vis du lore de Warhammer 40 000 parce que je sais que c'est pas forcément les mecs les plus sûrs, les mecs les plus forts qui écrivent. Et que forcément, ça reste l'écriture de genre. Et un peu complètement de niche. Surtout que dans un carcan comme là sur la chute de Cadia. Mais faut arrêter en fait. Genre, stop. Vraiment, et me dites pas oui, mais dans le lore, avant de dire Trazyn là. Mais faites du redcon, virez Trazyn, c'est la 50e fois que vous le ferez en 10 ans là. C'est bon, il y a même pas 3 ans, l'empereur il avait créé l'espèce marine tout seul, alors que maintenant on sait que ça a starté avec la mer et tout, et que l'empereur il a juste mis la signature à la fin et qu'il a rien branlé, c'est bon. Alors c'est pas la 1000e fois que vous revenez sur le lore, on s'en fout, on l'accepte, on est tolérant, on sait que c'est de la science-fiction, on sait que c'est du space opéra, et on sait que vous allez revenir 50 fois sur l'histoire, et on s'en fout d'avoir des discussions de vieux geeks barbus, et on s'en fout, mais au moins un minimum de crédibilité.
Genre, j'ai pas envie de... Le Deus Ex Machina, c'est mignon, mais au moins dans la guerre de la peste, le Deus Ex Machina, c'était l'empereur qui venait sauver 2 fois Gulliman. Là, c'est bon. C'est un peu logique, c'est l'empereur, il sauve Gulliman. Du coup, il était déifié. Il n'était pas un dieu avant, il est devenu un dieu par les croyances des humains, blablabla. Bla, bla. Ok, c'est bon, ça, on l'accepte. Mais là, ça n'a aucun putain de sens. Aucun. Magnus qui serait venu pour faire chier Abaddon parce que justement, le héros de Korn était devenu un seigneur démon. Il y aurait eu plus de logique, on aurait vu Kairos, on aurait vu un plan comme ça aurait eu des putains de logique. Limite les Arlequins sur une logique, mais Trazyn qui vient et qui peut littéralement claquer des doigts pour choper Abaddon, Sainte-Célestine ou Cole, c'est une blague. C'est une blague et vraiment c'est de la merde, je suis pas désolé. Je suis désolé pour l'écrivain, parce qu'en plus je sais pas si l'écrivain on l'a forcé à changer ça, mettre ça, je suis désolé. Les dialogues sont bons, les descriptions sont bons, les scènes d'action sont bien, 80% de l'histoire est bien, mais 20% nique tout le fun. Ce sera mon mot de la fin. Lisez-le malgré ce que j'ai dit parce que vous voulez voir rigoler. Lisez-le parce que vous êtes fan de la garde impériale. Mais sachez dans quoi vous vous embarquez. C'est bien, mais pas tant que ça. Mes chers amis, mes chers lecteurs, mes chers wargamers, à bientôt.